Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. On va passer 26 minutes ensemble ce matin. On va traverser nos régions pour vous faire découvrir de belles initiatives. Ça vous dit ? Regardez cette bonne idée que l'on doit à un couple à Reims. Ils ont ouvert un café brocante bouquinerie. Il est ici possible de boire un verre en empruntant un bon bouquin et pourquoi pas en achetant des objets ou des meubles anciens. Un condensé de bonnes idées, vous verrez. On découvrira également le rôle des chiens d'assistance pour diabétiques. Ils détectent les variations de sucre dans l'organisme des malades, c'est assez incroyable, et les patients retrouvent un vrai confort de vie. Avant cela, c'est l'instant pratique, un reportage très concret pour vous apporter des solutions. Ce matin, on a voulu savoir comment réussir sa reconversion professionnelle. Que ce soit pour répondre à des aspirations personnelles ou pour raisons économiques, la reconversion professionnelle s'impose parfois dans nos vies. Un besoin de changement qui est à la fois stimulant et déstabilisant. Comment choisir une nouvelle activité et se former ou trouver des aides pour le faire? Les questions ne manquent pas, alors l'instant pratique vous aide à y voir plus clair. Conseil numéro 1, écoutez sa petite voix. La vie nous pousse parfois vers un métier que l'on n'a pas vraiment choisi et puis un jour, on décide d'écouter ses envies. C'est ce qu'a fait Sandra, coiffeuse dans le salon de sa mère en Ariège. Elle va tout lâcher pour devenir éleveuse de poules pondeuses. C'est sûr, c'est pas facile l'agriculture, surtout actuellement. Mais pour moi, c'était un choix évident que je ne pouvais pas rester enfermée toute la journée jusqu'à 64, 67 ans, suivant. Sandra s'est formée pendant 1 an pour passer un brevet de responsable d'exploitation agricole et elle ne regrette rien. Le métier de coiffeuse ne va pas me manquer parce que je suis trop amoureuse de la nature, trop amoureuse de l'Ariège. Conseil numéro 2, oser. Parfois, on limite nos choix et on s'interdit de s'imaginer dans certains secteurs d'activité, une tendance plus marquée chez les femmes. On travaille beaucoup avec des entreprises, notamment du bâtiment, de la pharmacie ou des transports qui sont très dynamiques sur Lyon et qui ont beaucoup de mal à recruter, en règle générale, et beaucoup de mal à recruter des femmes. Parce que beaucoup de femmes pensent que ce sont des métiers qui ne sont pas faits pour elles. Donc allez-y, osez, il n'y a pas de métier qui soit exclusivement réservé pour les hommes. Conseil numéro 3, se former. Pour changer de métier, il faut souvent repasser par la case école, même quand on a passé la quarantaine. Mais dites-vous que l'âge n'est pas forcément un handicap, bien au contraire. Des adultes vont avoir une logique, ils ont un parcours professionnel antérieur à la formation, ce qui fait qu'ils vont avoir une maturité, une logique dans le travail qui sera plus évidente et plus rapidement acquise. Conseil numéro 4, trouver des aides. Une reconversion professionnelle, ça ne s'improvise pas. Il faut prendre le temps de se renseigner, guetter les forums organisés par Pôle emploi, comme ici à Rennes. Leur avantage, ils regroupent dans un même lieu les offres de formation et les solutions de financement. Tout le monde sait qu'il y a des aides, mais de là à ce que ce soit clair et lisible, c'est pas si évident que ça de s'y retrouver et de comprendre et à qui je m'adresse et combien je peux obtenir d'aide et c'est quoi, est-ce qu'il faut vraiment que je m'inscrive à Pôle emploi, etc., etc. Autre date à guetter, celle du salon Professionnel. Gratuit et organisé dans plusieurs villes de France, il est dédié aux femmes. Ici, elles peuvent trouver des réponses concrètes en termes de formation, de recrutement et d'accompagnement individuel. Recherchez le cœur de ce qui vous anime plutôt que de rechercher des pistes de métier. On récapitule. Pour réussir ma reconversion professionnelle, je prends le temps d'écouter mes aspirations profondes, je m'ouvre à des secteurs inconnus, je n'ai pas peur de retourner à l'école et je sillonne les forums et les salons dédiés à la reconversion. Oui, on essaie de rencontrer du monde parce que c'est important de ne pas s'isoler pour rebondir professionnellement. Certains lieux sont particulièrement chaleureux, ce qui favorise les discussions. C'est le cas d'un café brocante bouquinerie à Reims. Ici, on boit un verre, on discute, et si la chaise sur laquelle vous êtes assis vous plaît, eh bien vous pouvez repartir avec. Sandra et Richard Bestel ont transformé un ancien garage de voitures anciennes en un magasin fourni et cosy. Le lieu s'appelle le Grenier de Betty Rose, des prénoms de leurs 2 filles. Parmi leur clientèle, des habitués du quartier et d'ailleurs viennent y passer du bon temps. Tous les vendredis, depuis que c'est ouvert. Si je viens pas, c'est parce qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, ici, dans ce lieu ?
la convivialité. C'est agréable. Puis il y a pas mal de disques, des livres. Comme moi je suis assez varié, il y a pas mal de choses. C'est vrai que c'est bien. Vous êtes venu chercher des bouquins aujourd'hui ? Non, pas spécialement. Nous, on avait envie de créer quelque chose de très chaleureux, quelque chose de voilà où les gens se sentent bien, où on se sent un peu comme chez soi ou chez des potes, voilà, tout simplement. Donc c'était vraiment le but et pour moi, c'est un peu actuellement comme une deuxième maison, voilà. Ici, tout est en libre consultation ou à vendre. Un concept novateur et porteur pour Sandra qui se bat contre la maladie, une réelle thérapie. Il y a 3 ans, on m'a annoncé donc que j'avais un cancer. Donc voilà, pendant 3 ans, j'ai pas travaillé. Je travaillais avant. J'étais une femme très active. Donc du jour au lendemain, vous retrouvez à ne rien faire et être que chez vous. Hein. Les médecins vous disent il faut vous reposer, etc. Donc à un moment donné, ça devient un peu compliqué. Et mon mari a eu cette idée en fait parce que ça faisait très longtemps que j'avais effectivement l'idée de monter un café-librairie. Donc il m'a dit c'est le moment ou jamais. Et les médecins m'ont dit écoutez, il faut absolument que vous repreniez une activité. Il faut absolument que vous ayez un but, ça sera thérapeutique aussi pour vous. Ah bah ça a changé tout. Je veux dire, c'est aujourd'hui, quand je suis ici, je pense à rien d'autre qu'à ça, quoi. En fait, je pense à rien d'autre que discuter avec les gens, les conseiller sur un bouquin. La maladie, on l'oublie complètement dans ces cas-là. On oublie les traitements, on oublie les difficultés du quotidien, on oublie l'avenir, on oublie tout, quoi. Si les livres sont la passion de Sandra, la brocante est plutôt l'affaire de Richard, son mari, collectionneur et chineur hors pair. À quelques kilomètres de Reims, il possède un immense stock acquis durant plusieurs années et qui sert de réassort au café. J'aime bien les greniers, j'aime bien les caves, enfin bon. J'aime bien tout ce qui est vieux, qui a une histoire. Ça, c'est des sacs de balles de mousquet. Tour à plomb, ça on n'en trouve pas, on en trouve rarement. J'ai un peu de tout, hein, c'est très éclectique, hein, un bureau américain, de l'armoire, des pupitres. Ça, c'est un bellon. C'est un bellon Veuve Clicquot. Il a 200 ans, ce truc-là. Et la bouquinerie est aussi un lieu d'expo idéal pour les artistes comme Reynald Najowski, tombé amoureux du local et de son cabinet de curiosités. Ça fait 5 ans que je cherche un endroit qui pourrait convenir justement, qui pourrait accueillir ces êtres osseux, voilà, par rapport à l'ambiance, j'avais pas encore trouvé sur Reims en tout cas. Je l'ai pas encore trouvé parce que c'est assez spécial. On peut pas, ça plaît pas à tout le monde, ça se marie pas avec tous les styles. Et quand on rentre ici, il y a quand même une ambiance particulière. On est accueilli de façon parfaite. Voilà, on discute, on rencontre des gens. J'ai rencontré une graphiste que je connaissais pas. Voilà, donc on a échangé, on suit sur les réseaux sociaux. Il y a plein de gens qui viennent, qui à un moment donné se dévoilent et vous disent bah, moi aussi j'ai ci, moi aussi j'ai ça. Et effectivement, bah, ils voient que tout est possible et que voilà, on peut toujours évoluer, on peut toujours se mettre un coup de pied dans les fesses et avancer en fait. Et si vous aussi, vous connaissez des adresses originales qui favorisent le vivre ensemble, envoyez-nous votre témoignage. Vous vous filmez et vous postez cette vidéo sur la page Facebook de France 3 Toute Région. Nous la diffusons dans une prochaine émission. Alors cette initiative-là, baptisée Demos pour dispositif d'éducation musicale et orchestrale à insertion sociale, vise à faire aimer la musique à des enfants issus de quartiers défavorisés. À Lyon, 120 d'entre eux ont donné un concert avec l'Orchestre national de la ville. La consécration pour l'orchestre Demos. Sur la scène de l'Auditorium de Lyon, les enfants se produisent en public pour la première fois. L'aventure a commencé en octobre dernier sous la houlette du chef Maxime Tortelier. À l'Auditorium de Lyon ce jour-là, les 120 enfants découvrent la musique en chantant. Ils ont entre 7 et 9 ans, ils viennent de la région lyonnaise. Rares sont ceux qui ont une éducation musicale et pourtant, ils vont relever un défi, former un orchestre. S'ils poursuivent la musique, c'est très bien. S'ils découvrent d'autres arts, c'est aussi très bien. Mais que l'art fasse partie de leur vie, que la musique fasse partie de leur vie et de la vie de leur famille, c'est un des objectifs forts du projet. J'ai bien aimé toutes les musiques et tous les jeux qu'on a fait en musique. Je trouvais que ça me faisait tout bizarre, je suis jamais montée sur une scène. Bientôt, ce sera vous, avec eux, qui allez les rejoindre. Et
Voilà ce que vous allez jouer. Un projet au long cours. Pendant 3 ans, les enfants vont avec les musiciens de l'Orchestre national de Lyon et de la Philharmonie de Paris apprendre à jouer d'un instrument. Moi, j'aimerais bien faire du violoncelle. Parce qu'il y a un archet, il y a plein de cordes. Tu peux jouer avec les doigts. 1, 2, 3. Nous retrouvons quelques mois plus tard le groupe des instruments avant. Comme leurs camarades de l'orchestre, cela fait maintenant 5 mois que ces petits Dessinois ont récupéré leurs flûtes et clarinettes. À raison de 4 heures de répétition par semaine, ils connaissent déjà leur gamme. On apprend à positionner l'embouchure, on apprend les doigtés, on apprend un peu les notes, tout ça. Et il y a juste une approche différente qui est comme quand on est dans des écoles de musique, c'est que là on les a en groupe. Je crois que je vais arrêter. Tu veux pas continuer la musique? Ben si, sauf que mon père il veut pas. Et pourquoi? Parce qu'il dit que ça fait trop de bruit et mon voisin aussi ils veulent pas. Et toi, ça te rend triste ou pas? Un peu. Et malgré tout, la petite musicienne reste concentrée sur l'objectif, comme ses amis, réussir le concert du mois de juin. Le concert approche, du coup on est vraiment en train de voir l'enchaînement justement des morceaux pour le concert. Donc non, ils sont même très près, ça va aller super. On est pas mal là. On est pas mal, mais il y a encore un petit peu de travail. Le jour J, nos musiciens en herbe sont prêts. Quant aux parents, ils étaient impatients d'entendre leur enfant prodige. Certains avouent que l'expérience a un peu chamboulé la vie familiale. Aujourd'hui, il y a un instrument dans la famille, il joue avec nous le soir et super content. La musique fait un petit peu de retour à la maison. Je me suis racheté un piano parce que j'ai eu envie de m'y remettre. Ça a changé beaucoup de choses. Oui, on va au concert, on a une petite salle à dessine et on va voir les concerts qui passent. C'est fou les progrès qu'ils ont fait, notamment dans les dernières semaines, dans les derniers mois, notamment en termes de prise de conscience de ce que c'est qu'un orchestre, de ce que c'est que de jouer ensemble, de travailler ensemble, de démarrer ensemble, d'arrêter, de faire tout ça ensemble, de travailler comme une équipe, comme un équipage. À la fois soulagés et fiers, les enfants ont le sentiment, eux aussi, d'avoir gagné leur pari. C'était un peu de stress parce qu'il y avait trop de personnes, c'était la première fois. Je ne savais même pas souffler dans l'instrument et là, que je termine un concert. L'enthousiasme des enfants a fini par emporter toute la salle. Un signe de bon augure peut-être pour la suite du projet. Et si vous recherchez des renseignements sur ce programme, vous pouvez vous rendre sur projetdemos.fr. On continue cette parenthèse matinale ensemble. J'espère, comme nous, que vous passez un bon moment. Dans un instant, on va découvrir une institution rémoise. C'est l'école Blot. Elle est la plus ancienne de France à former des peintres en décor, mais les candidats commencent à manquer. On partira également rencontrer une femme exceptionnelle à 89 ans. Nicole de Villeneuve continue à enchaîner les concours hippiques. L'équitation, c'est sa vie et rien ne peut l'arrêter. Mais avant cela, je vous propose une illustration du pouvoir incroyable des animaux. Je ne sais pas si vous le saviez, moi personnellement non, mais les chiens peuvent ressentir les variations de sucre dans l'organisme de leur maître. Une aide précieuse pour les diabétiques. C'est ce que l'on voit tout de suite en Moselle. Voici Medley, un nouveau membre à part entière de la famille Ritchie. Ce caniche royal de 21 mois va devenir le compagnon de vie de Hugo, détecté diabétique de type 1 en 2016. Medley, spécialement dressé pour détecter les crises d'hypo ou d'hyperglycémie, va devenir son ange gardien de jour comme de nuit. De base, nous avons tous notre propre odeur. Et lorsque je tombe en hypo ou en hyper, mon odeur change. Et c'est à ce moment-là où le chien, lui, le sent. Et lui a été entraîné pour me le dire. Oui. Alors là, il te dit quoi alors quand il tape sur le... Alors là, il me dit qu'il y a une variation. Et c'est bien de dos. Il a été entraîné à frapper relativement fort pour qu'on puisse bien comprendre que je sois en hypo ou en hyper. Et c'est très dur à leur apprendre parce que les chiens de base ne donnent jamais de coups de museau à rien. Pas aux humains ni aux chiens. Si jamais c'est la nuit qu'il me poque et qu'il n'arrive pas à me réveiller, il va tout simplement appuyer sur cette petite sonnette avec son museau pour bien prévenir à mes parents que j'ai une variation dans ma glycémie. Medley ? Bouton ?
Un véritable soulagement pour les parents de Hugo qui vont pouvoir retrouver une qualité de vie oubliée depuis bien longtemps, surtout la nuit, en toute sérénité. Avant medley, je me levais toutes les 3 heures. Hugo peut très bien tomber vite dans un coma par manque de sucre et le coma rapporte la mort tout simplement. Medley fait partie des 3 premiers chiens d'assistance remis à des diabétiques par l'association Acadia. Une association créée en 2015 par une famille touchée par cette maladie qui a fondé la première école française dans la Drôme. Hugo et Medley ont passé une semaine ensemble pour apprendre à se connaître. Si ces chiens d'alerte médicale ne remplacent en rien le traitement thérapeutique, ils ont largement fait leurs preuves outre-Atlantique. Aux États-Unis, les chiens d'alerte au diabète existent depuis une dizaine d'années. Il y en a plusieurs centaines qui sont placés chaque année. Et on sait que les chiens ont eu des effets mesurables. Ce qu'on sait par expérience, c'est que les chiens, après avoir reçu un chien, donc les personnes vont moins souvent à l'hôpital, en général, ont moins de stress aussi. Acadia espère bien pouvoir éduquer entre 10 et 20 chiens par an comme Medley pour répondre à une forte demande. Un espoir pour beaucoup de diabétiques comme Hugo de retrouver une meilleure indépendance dans leur vie de tous les jours. Oui, un espoir pour les 3 300 000 diabétiques en France. Ce n'est un secret pour personne, le sport, c'est bon pour la santé. Il permet aussi de bien vieillir. C'est le cas de Nicole de Villeneuve, à 89 ans. Elle vient de remporter son premier concours hippique à Arcachon. Son secret pour garder une telle joie de vivre, eh bien une bonne nature et surtout la volonté de ne pas s'arrêter. C'est l'instant portrait. La vie est souvent faite de rencontres déterminantes. C'est le cas pour Nicole de Villeneuve. Elle est aux petits soins pour Riyad, sa jument préférée. C'est un contact, c'est comme ça. Je peux pas expliquer pourquoi il y a, avec certains chevaux, c'est pas avec tous, hein, mais avec certains chevaux, il y a un contact qui passe, une relation qui se passe, et voilà, on se comprend. Et ça vous fait du bien? Oh, moi alors, j'ai plus besoin de médecin. Je devrais pas dire ça s'il m'entend. Mais le cheval, je pense, guérit bien des choses. Ça va aller assez près là, Nicole, ou pas? Oui, c'est bien. À 89 ans, rien ne l'arrête, et surtout pas son âge. Depuis qu'elle a remporté le concours hippique d'Arcachon, Nicole est devenue la mascotte du centre équestre. On fait les mêmes choses, après on adapte juste le rythme de la séance, la cadence, plus de pauses, c'est elle surtout qui me guide. Quand elle veut faire une pause, elle me le dit, on souffle un petit peu. Vu son caractère et le moral qu'elle a, c'est ça qui fait tout. Au bout du compte, tout est dans la tête. Je pense que beaucoup plus de personnes pourraient le faire. Originaire de Marseille, Nicole était monitrice d'équitation avant de faire une pause à l'âge de 60 ans. Veuve, un peu fatiguée, elle s'est installée à Arcachon il y a 4 ans, où elle a décidé de remonter en selle et de conduire sa vie comme elle l'entend. Je vais jusqu'à Marseille. Arcachon, Marseille, il doit y avoir 700 km à peu près. Et je ne m'arrête jamais. Les gens sont un peu scandalisés parce que je dis que je ne fais pas de halte sur les 700 km. Quand elle s'arrête, c'est pour déjeuner avec ses congénères de la résidence pour seniors, tous admiratifs. Elle est sensationnelle parce qu'elle est prête à tout, toujours prête à tout, toujours prête à aller se baigner, toujours prête à aller voir les chevaux, à nous entraîner. Et en plus, elle s'occupe de tout le monde ici. Dès qu'il y a un problème, elle essaye de faire plaisir. Mais c'est la vérité. Parce qu'il y en a qui ont la grosse tête et puis qui ne s'occupent pas des autres. Le cheval n'est pas son unique passion. Nicole adore la mer. Ce n'est donc pas tout à fait un hasard si elle a choisi le bassin d'Arcachon. Il y a une facilité de vivre à Arcachon. C'est très simple, c'est reposant. Je crois qu'on fait une cure de jeunesse. Prochain objectif pour la pétillante Nicole, le concours équestre du mois d'octobre. D'ici là, elle aura fêté ses 90 ans. Oui, une belle leçon de vie. L'instant découverte nous emmène à Reims maintenant pour découvrir la plus ancienne école de France à former des peintres en décor. Problème, les candidats sont de plus en plus rares. Son équipe se bat aujourd'hui pour continuer à enseigner ce savoir-faire unique.
Et vous voyez au niveau de l'arbre, comment tout de suite ça vous le fait. Je pense que vous voyez tout de suite comment ça vous le décroche. La phase que l'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les ombres portées. Et c'est ce qui va donner tout le relief. C'est extrêmement varié et puis c'est la synthèse de tout ce qu'ils ont appris dans l'année. Et pour des éléments assez hétéroclites. Donc il faut beaucoup de technique et de ressenti. C'est l'un des moments les plus importants de leur formation. L'instant où les techniques apprises se révèlent. Où du bout de leur pinceau, ils appréhendent enfin ce métier de peintre en décor dont ils rêvaient 9 mois plus tôt. Apprendre les techniques, dompter la matière et leurs émotions. C'est je prends mon profil que je décale vers le bas. J'ai peur. Mais non. Ils n'ont pas choisi cette école par hasard. Ici, 93 ans d'histoire s'offrent à eux. Avec les maximes d'Eugène Blot au-dessus de leur tête comme un clin d'œil aux générations qui défilent, les 9 élèves ont appris à maîtriser ce que le maître des années 20 enseignait déjà. Du trompe-l'œil aux fausses matières, la palette est large. On a appris les matières, que ce soit le bois, le marbre, on a fait du paysage, du portrait, donc des choses que je ne me pensais pas capable de faire, qui ont quand même un résultat assez convaincant, quoi. Tout ce qui est mise en volume, les ombres, les lumières, du dessin aussi. J'ai pris pas mal de cours de dessin tout au long de l'année. Ils ont une boîte à outils de techniques. Et après, il faut savoir, c'est ce qui est le plus difficile, de toute manière, ils n'en sont pas encore là, savoir piocher dans toutes ces techniques-là pour se mettre au service d'un travail demandé. La plus ancienne école de France en art décoratif a formé près de 5500 personnes. Eugène Blot a organisé sa suite. Il pensait que seuls d'anciens élèves, des passionnés, pouvaient faire perdurer ce métier. Aurélie Darsonval relève le défi depuis 17 ans et l'émotion ressentie la toute première fois est intacte. Il y a quelque chose dans cet atelier, il y a une âme, il y a eu un coup de foudre et je suis sortie de là. J'ai dit à ma mère, c'est ça que je veux faire. Ça ne s'explique pas, c'est quelque chose qui règne dans ces murs. Comme ce que ressent Jacques Grange à chaque fois qu'il passe le pas de cet atelier. Élève de la promotion 66-67, ses 35 ans de carrière, il les doit à son passage chez Blot. Une telle nostalgie dans cet établissement que à chaque fois j'ai la gorge un peu serrée parce que ça m'a tellement servi à décupler ma créativité après être passé là. Toutes les technologies d'enseigne, quelles qu'elles soient, je les ai abordées grâce à l'école Blot. Parce que l'école Blot m'a libéré complètement des techniques. Fondée en 1925, l'école Blot a formé jusqu'à 90 élèves en même temps. Au début des années 2000, Aurélie Darsonval, la nouvelle directrice, a fait le choix de réduire les promotions. Un choix assumé pour une meilleure qualité de l'enseignement. 18 ans plus tard, la structure peine à recruter. La fin de la formation de peintre en lettres en tant que telle, donc ça a déjà été un premier coup de semonce. Et après, les réformes successives aussi, que ce soit des OPCA ou de la formation professionnelle, ont fait que c'était de plus en plus difficile. Et les métiers d'art, de toute façon, sont des métiers quand même majoritairement d'indépendants. Aujourd'hui, c'est vrai que s'installer à son compte peut faire peur pour certains. L'école Blot a réussi jusqu'à présent à survivre aux réformes de la formation professionnelle. Récemment, Aurélie s'est battue pour que ses élèves continuent à être pris en charge par les organismes financeurs. La structure délivre 2 diplômes reconnus par le ministère du Travail et à la renommée internationale. Mais il faut sortir de l'ombre et être soutenu plus encore. Sur le seul secteur de l'artisanat d'art, on a 281 métiers différents. Vous avez des métiers où en France, il y a 1 ou 2 professionnels dans le métier. Vous avez des formations dans lesquelles, certaines années, il n'y a personne. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas utile de transmettre ce savoir-faire. Donc, ces centres doivent faire preuve d'une grande capacité d'adaptation. L'énergie pour garder en vie cette école, toute l'équipe va la puiser vers ces jeunes. Nina a bravé tous les dangers de ce métier. L'esthéticienne passionnée de cirque est devenue peintre en décor et artiste peintre. Elle a même encadré 4 stagiaires de l'école pour réaliser ses fresques. On a un autre regard sur le monde après. On sait quelle couleur compose chaque élément de ce qui nous entoure. Et on apprend vraiment à observer le monde qui nous entoure et pas juste passer à côté. Et puis après l'école, on a une deuxième famille.
Une famille qui laisse à disposition ses œuvres pour que l'école Blot se montre. Les gares de Reims sont une belle vitrine et une carte de visite idéale pour qui ne connaîtrait pas encore cette institution. Et dans la grande tradition de fin d'année, les futurs diplômés rafraîchissent la vieille dame de 93 ans qui attend de pied ferme ces nouvelles recrues. Et si cette école vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur son site école-blot.com. Merci de votre fidélité, c'est un réel plaisir de vous accompagner chaque matin et on sera là demain, fidèle au poste à 10h50 sur France 3. Notre instant pratique vous donnera quelques astuces pour favoriser le bien-être au travail, c'est important. Très belle journée et à demain.